Chers amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De la capitale française, Paris, nous vous recevons dans une nouvelle émission intitulée Rencontres privées. Et pour démarrer cette belle émission, nous avons l'immense plaisir d'être avec une grande personne, une grande personnalité, une personnalité controversée, une personnalité qui pose problème à la société, une personnalité qui met la France face à sa responsabilité. Il s'agit aujourd'hui de Monsieur Rachid Nekaz. Rachid Nekaz, soyez le bienvenu dans la chaîne Iqra International et la chaîne Iqra satellitaire. Marhaba bikoum, et je suis heureux de vous accueillir et heureux de pouvoir m'exprimer sur qui je suis et surtout quelles sont mes motivations. Alors d'abord, je m'appelle Rachid Nekaz, j'ai 41 ans, je suis de nationalité française d'origine algérienne. Je suis musulman, marié à une américaine qui est catholique. D'accord, très bien. Et j'ai un enfant qui va avoir 12 ans. Et j'aimerais dire que j'ai bénéficié d'une éducation, notamment de mes parents. Mon père est mort il y a 2 ans. Et il m'a toujours dit que les choses les plus importantes dans la vie, c'est la défense des principes. Et notamment les principes de justice et de liberté. Et lorsque j'ai vu mon pays, qui s'appelle la France, voter une loi qui empêche des femmes de s'habiller librement comme elles l'entendent dans la rue, et notamment porter le niqab, je me suis dit, je ne reconnais plus ce pays-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager fortement. Nous aurons l'occasion d'en parler. D'y revenir, voilà. Alors, une fois d'accord, né, grandi en France, en banlieue parisienne, des études, puis un travail. J'ai eu la chance de... Quoi, différents travails d'ailleurs. Tout à fait. J'ai vécu d'abord en banlieue à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, à une dizaine de kilomètres de Paris. Ensuite, mon grand frère qui aujourd'hui est décédé m'a poussé à aller à Paris à l'école, notamment grâce aussi à notre frère qui a fait des études de philosophie, de psychanalyse. Et à partir de là, j'ai pu aller dans les beaux quartiers parisiens. J'ai fait des études donc d'histoire et de philosophie à la Sorbonne. Ensuite, je me suis lancé dans des travaux d'écriture. J'ai notamment fait un premier livre sur la finance avec des jeunes dans les quartiers populaires. Et surtout, j'ai eu la chance, en 1999, de rédiger un livre-entretien avec les 7 chefs d'État les plus puissants de la planète. Notamment, j'ai eu le plaisir de rencontrer tout à fait Bill Clinton, Tony Blair, Jacques Chirac à l'époque. On nous a grand de ce monde, d'ailleurs. Absolument. Et la question de l'époque, c'était quel avenir pour l'humanité ? Ensuite, je me suis lancé... Entière, quelle qu'elle soit. Absolument, tout à fait, quelles que soient les différences, quelles que soient les religions. Ensuite, et parallèlement, je me suis lancé dans le business, notamment dans le business de l'Internet, où j'ai réussi à avoir un peu d'argent. Et ensuite, j'ai réinvesti tout cet argent dans l'immobilier. Et c'est cette indépendance financière qui me permet aujourd'hui de faire ce que je dis, et notamment de défendre les principes de liberté et de justice auxquels je suis religieusement attaché. Très bien. Être libre pour défendre la liberté et les principes à lesquels vous croyez. Ce n'est pas facile, mais c'est ce à quoi j'œuvre chaque jour, notamment avec Jean-Bruno Roumégou, qui est le président de l'association Touche pas à ma Constitution. D'accord. Si vous nous touchiez, si vous pouviez éventuellement nous en toucher 2 mots, à partir de quoi est née justement cette association Touche pas à ma Constitution ? Tout a commencé le 10 juillet 2010, lorsque les députés de l'Assemblée nationale française ont décidé de voter une loi qui interdit aux femmes qui portent le niqab de pouvoir le faire dans l'espace public. Et cela en contravention avec les recommandations du Conseil d'État qui avait dit à 2 reprises au Premier ministre de l'époque, M. Fillon, que la loi qui était proposée par M. Sarkozy, l'ancien président de la République française, était une loi qui ne reposait pas sur des fondements juridiques solides. Et malgré ces recommandations de la plus haute autorité administrative de ce pays, M. Sarkozy s'est comporté comme un délinquant constitutionnel. D'ailleurs, vous ne mâchez pas vos mots envers le président et tous ses élus, en le qualifiant de part et d'autre, donc M. Sarkozy, l'ancien président de la République, d'une personne qui va signer un décret de délinquance constitutionnel, tout à fait. Et pareillement pour les socialistes que vous qualifiez de lâches, d'ailleurs.
Pourquoi les socialistes sont lâches? Tout simplement parce qu'à l'époque, l'actuel Premier ministre, qui s'appelle M. Jean-Marc Ayrault, à l'époque il était président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, avait déposé une proposition de loi qui reprenait justement les recommandations du Conseil d'État, qui disait oui pour interdire le niqab dans les lieux publics fermés, comme les écoles, les banques ou les centres commerciaux, mais en aucune manière on devait autoriser une loi qui interdise aux femmes de porter le niqab dans la rue. Car mais très bien, mais dans les démocraties, la rue, c'est sacré la liberté dans la rue. Et ça, j'y tiens beaucoup. Très bien, mais certains peuvent vous dire, ok, très bien, mais nous, socialistes, parce que vous êtes forts quand même avec des mots très lourds, très forts, mais nous, socialistes, nous nous sommes abstenus de voter cette loi à l'Assemblée. Nous n'avons pas voté la loi. Ça s'est fait en 2 temps. Les socialistes ne sont même pas présentés, à vrai dire, à l'Assemblée nationale. Mais ils ont quand même déposé leur propre proposition de loi qui disait que nous n'interdirons pas le niqab dans la rue. Et aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, nous avons recontacté M. Jean-Marc Ayrault, qui est devenu entre-temps Premier ministre, et il n'a toujours pas répondu à ce courrier. C'est la raison pour laquelle j'ai dit les socialistes aujourd'hui sont des lâches. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que dans 2, 3, 4 ans, cette loi soit modifiée, elle soit amendée, et je compte beaucoup sur la Cour européenne des droits de l'homme pour arriver à cet objectif. D'ailleurs, aujourd'hui, 28 mars 2013, où en êtes-vous avec la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme? Vous en êtes où à l'heure actuelle? Déjà un premier bilan. Il y a à ce jour eu 607 amendes que nous avons payées pour un montant de 80... 607 amendes, mais c'est énorme. Tout à fait, c'est énorme et ça va On est très très vite. 2 ans et demi après la publication de... Depuis 2 ans, nous en sommes à peu près à 100 000 euros de dépenses, mais nous avons créé un fonds... 100 000 euros déjà. Mais il y a de quoi acheter un studio parisien aujourd'hui, 600 000 euros. Mais la liberté mérite beaucoup plus que 100 000 euros et beaucoup plus qu'un studio. D'accord. Et nous avons créé un fonds, donc en juillet 2010, d'1 million d'euros. Donc nous avons encore la possibilité de payer encore beaucoup d'amendes. Et j'ai même dit que j'étais prêt à aller au-delà d'1 million d'euros pour justement continuer à permettre à ces femmes de s'habiller librement dans la rue. Très bien. Puis il y a eu quand même autour de vous une solidarité, si je puis dire d'ailleurs, qui est vraie, internationale, au niveau de ce fonds de solidarité que vous avez créé. Tout à fait. Nous avons eu la chance d'avoir les soutiens de grands, éminents juristes et imams partout dans le monde, que ce soit en Iran, que ce soit en Égypte, au Pakistan, au Nigeria, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Angleterre. Et nous sommes contents d'avoir eu ce soutien de la part du monde entier qui nous encourage à continuer ce combat pour défendre toutes les libertés, que ce soit la liberté religieuse, que ce soit la liberté de mouvement, que ce soit la liberté d'expression. Et au travers de ce combat pour permettre aux femmes de porter le niqab partout dans le monde et en particulier en Europe, nous voulons rappeler à l'Europe, qui est la terre des libertés depuis le XVIe siècle, qu'elle ne doit pas renier ses principes. Et nous allons faire en sorte de continuer à ce que ce continent continue à être le continent des libertés. Et est-ce qu'on vous a reproché certaines choses? D'ailleurs, là, vous me dites qu'il y a un fonds de solidarité international, donc un mouvement international qui se solidarise au niveau de ces injustices. Mais on peut éventuellement vous reprocher en vous disant, mais c'est très bien, vous ramenez de l'argent des ayatollahs, vous ramenez de l'argent du Golfe, des pays arabes, c'est quand même de l'ingérence des États étrangers en France. À vrai dire, ces soutiens dont je vous parle, ce sont des soutiens moraux. L'intégralité des fonds qui me permettent aujourd'hui de payer les amendes, ce sont des fonds personnels de moi-même et de ma femme, qui, je le rappelle, est américaine et catholique. Très bien. Et j'aimerais dire aussi une chose, pour que les choses soient très claires. À titre personnel, je suis contre le port du niqab. Pourquoi? Parce que je considère que c'est beaucoup plus difficile de trouver un travail dans une société qui est discriminatoire, qui pose beaucoup de problèmes aux gens qui ne sont pas français. Mais j'ai dit que je me battrai jusqu'à la mort pour que ces femmes qui veulent porter le niqab continuent à le faire. Et c'est la position du philosophe français, ou suisse, comme on l'entend, Voltaire, qui disait « Même si je ne suis pas d'accord avec toi, je suis prêt à mourir pour que tu puisses avoir la possibilité de t'exprimer. » Et c'est ça ma philosophie, et c'est ça mon principe. Très bien. Donc là, actuellement, aucune réponse de la Cour de cassation. On laisse traîner les choses, on fait quoi à l'heure actuelle? Sur le plan judiciaire, avant de pouvoir porter l'affaire auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, nous devons attendre la décision de la Cour de cassation, et à ce jour, nous l'attendons toujours. Nous espérons que vous relancez les choses, vous faites quoi actuellement? À vrai dire, le processus judiciaire, nous ne pouvons que l'attendre. Mais nous espérons que d'ici la fin 2013, Inch'Allah,
nous aurons la décision de la Cour de cassation et à partir de là, nous pourrons enfin porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Très bien. Avant de parler justement, on va y arriver, d'accord, du niqab et autre chose, j'aimerais juste savoir une chose importante dans votre parcours personnel. Alors, engagé politiquement depuis 2002, anciennement militant associatif très actif, en 2002, vous décidez de créer le Club des élus, qui consistait en quoi alors? Le Club des élus Allez France, que j'ai créé avec mon ami Jean-Bruno Romigou, avait pour objectif d'obtenir le maximum de soutien des élus de ce pays avant d'entamer une campagne présidentielle pour porter haut la parole de celles et ceux qu'on n'entend pas, notamment dans les quartiers populaires. Et vous parliez à l'époque d'inscrire d'office les gens, donc automatiquement, les gens sur les listes électorales. Pourquoi? Nous avons fait une étude qui a démontré que plus de 5 millions de citoyens français n'étaient pas inscrits sur les listes électorales, dont une grande majorité... Près de 10% de la population. Absolument. Oui. Et dont une majorité dans les quartiers populaires, c'est-à-dire des Français d'origine maghrébine ou africaine. Cela veut dire musulmans aussi, voilà. Pour une grande partie. Absolument. Et nous nous sommes dit, si nous voulons que ces Français d'origine étrangère, notamment musulmane, puissent compter dans le débat politique, il fallait d'abord et avant tout les inscrire sur les listes électorales et ainsi, dans un deuxième temps, ces personnes pourraient voter. Donc nous avons formulé une proposition de loi qui était soutenue par 72% des députés, 414 députés, afin d'inscrire automatiquement tous les citoyens sur les listes électorales. Et à l'époque, nous avions rencontré le ministre de l'Intérieur qui était Nicolas Sarkozy et qui nous avait dit que tant que je serais là, cette loi ne serait pas votée. Donc voilà l'état des libertés dans ce grand pays qui s'appelle la France. Très bien. Juste après, justement, arrivent ces fameuses présidentielles où vous êtes, cette fois-ci aussi, confronté, donc avez aussi, pour rival, ce fameux Nicolas Sarkozy. Absolument. Et d'ailleurs, quand on a présenté cette candidature, les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Vous avez oublié que nous avons préparé le terrain bien en amont, de façon à pouvoir bénéficier, d'abord et avant tout, des 500 signatures de maires indispensables à tout candidat aux élections présidentielles. Que vous avez eu et dépassé d'ailleurs, 521, c'est bien ça? Absolument. Oui. Nous avions eu ce beau chiffre de 521 maires, mais le problème, c'est que lorsque nous avons annoncé que nous avions les signatures nécessaires, l'UMP de l'époque, c'est-à-dire le parti de Nicolas Sarkozy, a fait pression sur 70 maires pour que leur soutien à ma candidature soit retiré. Donc les maires m'ont appelé en me disant « Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons plus vous Les gens ne soutenir. » répondaient plus au téléphone. Absolument. Pour certains, ont dû donc mettre leur parrainage aux enchères que vous avez achetées. Exactement. D'ailleurs, le dernier que vous avez si bien déchiré sur LCI. Absolument, justement, pour dire un peu quelle était la réalité de ce pays. Puisque la France, vous savez, la France, elle critique beaucoup les pays arabes et les pays musulmans en général, mais au travers de mes différentes expériences politiques, j'ai pu voir que c'était pas mieux, notamment lorsqu'une personne voulait compter dans le débat politique national. Et donc, au travers notamment de l'achat de ce parrainage que j'ai déchiré en direct à la télévision, je voulais montrer que la France avait encore beaucoup d'efforts à faire pour être un vrai pays démocratique. D'accord. Une question que moi je me pose vraiment à titre personnel. Pourquoi Rachid Nekaz veut s'investir en politique? J'ai ma propre idée, et je me dis, va jusqu'à vendre sa maison, son toit où il vit avec ses enfants, avec sa femme, son enfant, va jusqu'à vendre sa propre propriété pour s'investir politiquement. C'est énorme. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'éducation des parents, les valeurs que mes parents m'ont enseignées, notamment ma maman et mon papa, qui aujourd'hui est décédé, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a toujours dit, tu sais, tu nais avec pas grand-chose, et quand tu meurs, tu as simplement un drap autour de ton corps. Donc, fort de cette conviction profonde que on partira sans rien, mais que tant qu'on est vivant, il fallait d'abord et avant tout défendre les principes, notamment les principes de justice. Nous avons dans notre famille une sainte horreur de toute forme d'injustice et d'entrave à notre liberté. C'est la raison pour laquelle j'ai été prêt, avec l'accord de ma femme, à vendre, à l'époque en 2006, notre maison pour pouvoir financer notre campagne présidentielle et montrer à l'ensemble des Français qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des convictions dans ce pays et que les principes sont les choses les plus sacrées à défendre. Très bien. Une chose maintenant, vous quittez la France pour aller aussi, je dirais peut-être vous ingérer dans les affaires internationales, dans les pays étrangers.
jusqu'à... là, vous voyagez, je crois, dans 2-3 jours au Nigeria, Tout à fait. d'accord? Sans l'accord, bien sûr, de nos politiques. Et vous allez rencontrer les Boko Haram, c'est bien ça. Pourquoi? Depuis quelques années, le Nigeria est traversé par une grave crise intérieure, notamment entre le nord musulman et le sud qui est majoritairement chrétien, au travers aussi des problèmes d'inégalité sur le plan économique, le sud étant pétrolier, le nord dépourvu de richesse. Et malheureusement, il y a des groupes musulmans qui ont choisi un procédé qui n'est pas très conforme à l'éthique musulmane, qui est d'organiser des attentats, et là récemment d'organiser des rapts. Et aujourd'hui, il y a une famille française avec 4 enfants qui a été kidnappée par ce groupe qui s'appelle Boko Haram et que j'ai souhaité rencontrer. Donc je vais rencontrer, Inch'Allah, la semaine prochaine pour essayer de discuter. Discuter de quoi? Leur dire que ces méthodes ne font pas honneur à l'image de l'islam dans le monde entier et qu'à l'image de ce qui s'est passé dans les années 70 aux États-Unis avec les Black Panthers, qui à un moment donné avaient un grand retentissement sur le plan des médias internationaux, mais qui 30 ans après ont disparu de la scène politique et médiatique américaine. Et je ne veux pas que le même destin puisse guetter ces groupes-là. Donc je souhaiterais discuter avec eux de tout cela, les coacher quelque part, et surtout leur dire qu'il faut libérer cette famille, notamment avec ses 4 enfants, car ce sont des familles qui n'ont rien fait au Nigeria et rien fait au peuple musulman et africain. Et donc je vais essayer, avec mon ami Jean-Bruno Romégou, de leur faire entendre raison. Si ça marche, Inch'Allah, on reviendra avec cette famille, et si ça ne marche pas, ça voudra dire qu'il faudra plus que des Rachid Nekaz pour essayer d'améliorer l'image de l'islam dans le monde entier, et notamment en Afrique. Et d'où est venue réellement cette motivation aujourd'hui? Vous avez été sollicité par les proches, par des parents, par de la famille, ou c'est vraiment vous qui avez décidé de partir comme ça, en pleine jungle, à vos risques et périls? C'était très simple. Les gens savent que quand il y a des injustices dans le monde entier et que personne ne veut agir, ben on est là en général. Nous avons agi en 2009 en Chine pour essayer d'empêcher l'exécution de 12 jeunes musulmans chinois ouïghours. Et alhamdoulilah, grâce à notre intervention, ils n'ont pas été exécutés. Nous avons été en Algérie récemment lorsqu'il y a eu la prise d'otages dans le sud algérien. Malheureusement, ça s'est mal passé. Et aujourd'hui, un membre, on va dire le président du comité de soutien de cette famille-là, m'a contacté pour savoir s'il était possible de faire quelque chose. Et j'ai répondu immédiatement oui à son appel. Et avec mon ami Jean-Bruno Romégou, nous avons décidé d'organiser cette opération de salut public pour essayer de défendre cette famille innocente. Et j'espère que ça marchera, Inch'Allah. Liberté pour tous, justice pour tous. Tout à fait, musulmans ou pas musulmans. Très bien. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains. Et en tant qu'être humain, chacun a le droit à la justice, chacun a le droit à la liberté et chacun a le droit à la vie. Très bien. Alors maintenant, nous allons entrer quand même dans le vif du sujet qui est bien sûr ce grand mot, niqab. Mais permettez-moi juste avant de prendre une petite pause. Chers amis téléspectateurs, restez avec nous. Nous revenons tout de suite. Merci. Chers amis téléspectateurs, merci d'être restés avec nous dans cette émission Rencontre privée. Et nous poursuivons avec l'homme d'affaires Rachid Nekaz et nous rentrons bien sûr dans le vif du sujet qui est le niqab. Alors aujourd'hui, ce niqab qui a fait tant de polémiques en France, et donc vous me disiez en préambule que aujourd'hui vous avez dépassé les 600 amendes, c'est ça? Absolument, 607 amendes. Et l'ironie de l'histoire a voulu que cette dernière amende, c'est celle d'une jeune femme convertie à l'islam depuis 19 ans. Très bien, donc française convertie à l'islam. Absolument, très bien. et qui s'appelle Le Pen. Ce n'est pas une Ce blague. n'est pas une blague. C'est très sérieux. Et parfois la vie vous fait rencontrer des hasards qui sont très riches en sens et en symboles. Elle est entrée en contact avec vous, je ne sais pas, ça se passe comment réellement? Aujourd'hui, vous avez une fille, je suis une fille dans la rue, je porte un niqab et je suis verbalisé par un policier. Est-ce légal déjà? D'abord, un policier n'a pas le droit de dresser une amende. Seul un juge peut dresser une amende. Comment se passent les choses? D'abord, une femme se fait contrôler dans la rue par la police. La police prend l'identité de la personne. Dans un deuxième temps, cette personne est convoquée au commissariat pour répondre entre 20 et 30 questions.
Et notamment, la question la plus importante, c'est est-ce qu'il y a un homme qui vous oblige à porter le niqab? D'accord. Et à ce jour, il y a eu plus de 1052 interrogatoires dans un commissariat de France et aucun homme n'a été poursuivi pour avoir obligé sa femme, sa sœur ou sa fille à porter le niqab. Ce qui veut dire que les femmes qui portent le niqab aujourd'hui en France le portent librement. Et pour moi, c'est très important, car ça me conforte dans l'idée qu'il faut continuer à soutenir ces femmes. Donc lorsque ces femmes ont subi cet interrogatoire au commissariat, elles reçoivent en général quelques semaines ou quelques mois plus tard une amende directement chez elles à payer. Qui s'élève à combien? Cette amende s'élève à identique ou non? Non, c'est pas identique. Ça dépend du juge. Le juge, ça varie entre 75 € et 172 €. Donc, quasi $200, quoi. Absolument. Donc elle m'adresse cette amende-là. Si cette femme se sent courageuse, nous allons payer ensemble cette amende dans la trésorerie de la ville où elle se trouve. Et si elle ne se sent pas à l'aise pour payer cette amende ensemble, c'est moi qui envoie directement un chèque à la trésorerie. D'accord. Donc Le dernier en date? La dernière amende, c'est Avec justement Le Pen. celle de Madame C'était quand? Le Pen. C'était il y a 3 jours exactement. D'accord. Et 25 l'amende est de mars. 150 €. D'accord. Très bien. Alors, aujourd'hui, des gens pourraient vous dire, d'accord, très bien, mais aujourd'hui, pourquoi ce combat acharné? Il y a tant d'amendes, ça coûte tant d'argent, et la personne persévère et veut aller jusqu'au bout. Pourquoi tant d'acharnement? Lorsque nous avons des convictions, ou bien on va jusqu'au bout, et ça devient des convictions sincères, ou bien on s'arrête en plein milieu du chemin, et dans ce cas-là, c'est un aveu de faiblesse et qu'il n'aurait fallu jamais commencer. J'ai pour habitude, et pour éducation et pour valeur, de ne mener des combats que jusqu'à terme. C'est-à-dire que mon objectif de base, c'était de modifier cette loi pour que ces femmes continuent à porter le niqab dans la rue, car dans une démocratie, la liberté dans la rue, c'est sacré. Donc j'irai jusqu'au bout, quoi que cela me coûte. Cela m'a coûté depuis le début 2 contrôles fiscaux internationaux, car les personnes se sont dit, sûrement l'argent qu'il a pour payer les amendes vient des pays du Golfe ou je ne sais où. Non, cet argent vient de France, d'un argent qui a été gagné légalement et justement. Donc mon objectif, c'est de faire condamner la France, la Belgique et tout autre pays européen qui a décidé de faire voter une loi qui ne respecte pas la Constitution européenne. Car en Europe, ce ne sont pas les constitutions nationales qui comptent, ce n'est pas la Constitution française, ce n'est pas la Constitution belge, c'est la Constitution européenne qui est le vrai vecteur et le vrai thermomètre des libertés dans ce pays. Et je suis intimement convaincu, et le droit européen le dit, que la France et la Belgique qui ont voté ces lois liberticides seront sanctionnées à terme par la Cour européenne des droits de l'homme, qui j'espère va pouvoir étudier l'affaire d'ici 2017, Inch'Allah. Très bien. Donc décider d'aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Les conséquences et la situation. Car ce combat est un combat juste et je ne souhaite pas que la France commence à stigmatiser de plus en plus la communauté musulmane. On l'a bien vu, ce n'est pas simplement le niqab qui est visé, c'est les mosquées, c'est le voile, c'est la viande halal, c'est la visibilité de l'islam en général. Et moi, je n'accepte pas que sous prétexte de vouloir défendre ces femmes qui ont fait le choix libre de porter le niqab, même si cela ne correspond pas aux mœurs françaises, je ne souhaite pas qu'on utilise cet élément-là pour réduire le champ des libertés publiques en France et en Europe. C'est pourquoi je ne lâcherai pas ce combat et surtout je veux montrer à l'ensemble de la classe politique française qu'on ne fait pas n'importe quoi dans une démocratie. Il y a une constitution européenne et chacun doit la respecter, que cela plaise ou pas. D'où votre association touche pas à ma constitution. Tout à fait. Touche pas à ma constitution, ça veut dire ne touche pas à ce qu'il y a de plus sacré dans une démocratie, c'est-à-dire la constitution, et notamment la constitution européenne qui garantit la liberté de mouvement, qui garantit la liberté religieuse et qui garantit le choix de s'habiller comme on l'entend. Et puisque personne ne veut défendre ce combat en France et en Europe, j'ai décidé de le porter avec honneur et avec dignité. Quelle est justement, revenons à la liberté, quelle est aujourd'hui la liberté que vous aimeriez voir justement aujourd'hui dans la société française? Votre conception aujourd'hui de la liberté? J'aimerais que la liberté
soit d'abord une liberté de conscience, la liberté d'expression, de dire ce que l'on veut, la liberté de mouvement, aller et venir là où on veut, dès lors qu'on ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui et à la sécurité des territoires. Donc ce sont des libertés qu'on appelle libertés fondamentales, qui sont garanties par la Constitution européenne et qui sont aujourd'hui cassées, brimées, modifiées par une classe politique française qui ne veut plus défendre ces libertés-là et qui a plutôt des calculs politiques. Et ça, je trouve que c'est grave. C'est pourquoi j'ai accusé le président de la République d'avoir fait un acte de délinquance constitutionnelle en 2010, car il n'avait pas à cœur de défendre ces libertés-là, il était prêt même à les sacrifier pour essayer d'avoir 2 ou 3% de l'électorat du Front National, qui est le parti d'extrême droite française. Donc c'est important pour moi de défendre ces libertés de conscience, d'expression et de mouvement, sans lesquelles il n'y a pas de démocratie dans un pays. Revenons justement à cela. Vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, le dernier sondage paru il y a quelques jours, le dernier sondage fait acte de 86% de citoyens qui sont même pas contre le niqab, mais qui s'opposent tout court donc au voile, au hijab. Ce sondage-là, pour moi, est très inquiétant. 84% des Français sont contre le port du voile dans l'espace public. Ça veut dire que, finalement, c'était pas le niqab qui embêtait l'opinion publique française ou la classe politique. C'est l'islam qui est embêtant aujourd'hui. Et les Français, notamment la classe politique française, sont prêts à rendre moins visible l'islam, c'est-à-dire à s'attaquer à la liberté, finalement, de chacun de s'habiller comme il l'entend. Parce que le voile, ça dérange qui ? Ça dérange personne, quelqu'un qui s'habille avec un voile. Mais ça fait peur. Les Français ont peur. Et la classe politique française... Et d'où est venue cette peur des Français ? Je ne parle pas de la classe politique, je ne parle pas des élus. Je parle réellement du Français lambda de tous les jours. D'où est venue cette peur qui s'est réellement installée dans le pays aujourd'hui ? À l'endroit des musulmans, je dis bien. Le Français lambda a peur, car à chaque fois qu'il allume la télévision, qu'il regarde les informations, à chaque fois qu'il lit un journal, à chaque fois on lui montre des musulmans qui vont peut-être l'envahir, qui vont peut-être le cambrioler, qui vont peut-être lui prendre son travail, etc., etc. Et malheureusement, la classe politique française a instrumentalisé cette peur. Elle l'a aiguisée, elle l'a amplifiée. Et aujourd'hui... À quelle fin ? Pour des fins malheureusement électoralistes, pour des fins bassement politiques. Et je pense qu'à ce jeu-là, c'est pas simplement la France qui va perdre, mais c'est la classe politique française dans son ensemble qui va être discréditée. Et c'est pas un hasard si le département d'État américain, il y a un an, a dit dans un rapport à la France et à la Belgique que vous faites fausse route, vous êtes en train de remettre en question la liberté religieuse dans votre pays, dans votre continent. C'est pas l'Afghanistan qui le dit, c'est la première puissance de la liberté au monde, les États-Unis, qui dit à la France et à la Belgique « Attention à ce que vous faites, ce n'est pas bien ». C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous avons décidé de payer les amendes partout en Europe. Et on le fait en France, en Belgique et en Italie si la loi est appliquée. Et donc nous allons partout donner des leçons de démocratie et de liberté. Donc là, si j'entends bien, parce que vous venez de glisser une information très importante, le combat n'est pas uniquement en France et les amendes ne sont pas uniquement payées pour les femmes, pour les sœurs voilées avec le niqab en France uniquement. Nous payons les amendes en France, en Belgique et partout dans le monde où des lois contre la liberté de porter le niqab seront votées. D'ailleurs, quand nous sommes rendus, à chaque fois qu'il y a une amende, nous rendons par exemple en Belgique, nous leur disons, nous sommes là pour vous donner une leçon de liberté et une leçon de démocratie. Ça ne leur plaît pas, mais ce sont les faits qui comptent parce que les faits reposent sur des principes. D'accord. Aujourd'hui, lorsque vous vous rendez dans des préfectures, dans des conseils, dans différentes, dans une mairie, dans un ministère, quel rapport avez-vous avec les élus de tous bords ? Je ne vous cache pas que depuis que je me suis engagé à payer les amendes pour toutes les femmes qui portent librement le niqab dans la rue, les portes se ferment de plus en plus. Pourquoi ? Car je leur ai dit, vous, en tant que député, vous avez la possibilité de voter des lois contre les femmes qui portent le niqab. Mais moi, tout seul comme un homme libre, j'ai le pouvoir de neutraliser votre loi sur le... Vous le vouliez ou non.
Et ça, la loi me le permet. La loi me permet de payer les amendes au nom de ces femmes-là. Donc finalement, votre loi, elle compte pour du beurre. Donc ou bien vous voulez continuer à ce que je vous ridiculise avec mon association, ou bien je vous invite à entendre la voix de la raison et à modifier cette loi pour que ces femmes puissent continuer à porter l'habit de leur choix dans la rue. Donc, fort de cette image controversée, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, la classe politique, finalement, est mal à l'aise avec moi. Mais je leur dis, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour défendre des principes de liberté, et j'entends les défendre jusqu'au bout. Très bien. Vous disiez tout à l'heure un mot qui m'a interpellé. Aujourd'hui, c'est l'islam qui dérange. Il dérange en quoi? Il n'a pas dérangé il y a 40 ans, 30 ans, lors des premières migrations musulmanes en Europe, en France singulièrement. Aujourd'hui, pourquoi l'islam dérange en France? Simple question. Je vais vous répondre par la phrase d'un grand théoricien de l'art. C'est Kandinsky qui disait que l'art, ce n'est pas ce qui est visible, mais c'est ce qui rend visible. Et l'islam, aujourd'hui, rend visible le spirituel dans l'espace public. Et dans un pays laïque, comme la France, laïque en France, ça veut dire contre les religions. Ça ne veut pas dire accepter les religions. Ça veut dire contre les religions, notamment depuis la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Aujourd'hui, l'islam est la seule religion en France qui rend visible le champ du spirituel. Et ça, les Français ne peuvent pas l'accepter. Vous savez, lorsque vous voyez qu'en France, les églises sont globalement vides et que les mosquées sont tellement pleines que les fidèles prient même dans la rue, ça fait peur. Et la classe politique française, au lieu de dire que c'est une forme de religiosité qui est pacifique et qui finalement encourage la paix sociale et encourage, j'aimerais dire, la sécurité, parce qu'on a bien vu, d'après une étude, que là où il y a des mosquées, il y a plus de sécurité. Le français ne veut pas l'accepter. Parce que ça voudrait dire que tout son modèle, finalement, le modèle d'intégration français, ne fonctionne pas. Il ne repose pas sur de la vitalité, sur du dynamisme social. Donc on ne veut plus d'islam, car c'est un islam qui remet en question les valeurs que la France porte depuis 2 siècles, c'est-à-dire des valeurs qui rejettent le spirituel dans la sphère privée. Et l'islam aujourd'hui a petit à petit pris de la place dans l'espace public jusqu'à remettre en question le fondement de la République, qui était une République qui rend silencieux le champ du spirituel. Mais là, certains ne pourraient ne pas être d'accord avec vous en vous disant, mais lorsqu'on lit aujourd'hui les 34 articles, vous citiez justement tout à l'heure la loi de 1905, vous lisez les différents articles, il n'y a aucun article qui vous dit que la laïcité est contre la religion. Tous les articles vont vous dire que la laïcité, l'État garantit le droit à la liberté, à l'expression, à tout cela. Oui, en théorie, oui. La France est un pays laïque. Et la laïcité, en effet, c'est le respect de toutes les formes de religiosité. Mais à condition que vous viviez votre religiosité chez vous, entre 4 murs, un peu comme en prison. En gros, la République, elle accepte la religion à condition qu'elle reste dans les mosquées, dans les églises, dans les synagogues et dans votre petit appartement de 10 ou 20 mètres carrés. Mais dès lors que le champ spirituel investit la rue, là, ça pose problème à la République, car elle sait que le fondement spirituel de la République est aujourd'hui nul. Et c'est une grosse différence avec la République américaine, car aux États-Unis, ils n'ont pas peur du spirituel dans l'espace public. Et au contraire, aux États-Unis, vous pouvez vivre votre religion comme vous l'entendez, et personne n'ira dire quoi que ce soit sur votre niveau de spiritualité. D'ailleurs, 76% des Américains se disent croyants, alors qu'en France, on est à peine à 20%. Donc je pense que c'est un héritage de la Révolution française qui s'est construite en opposition avec Dieu, en opposition avec le spirituel. Et aujourd'hui, c'est un peu l'effet boomerang. Et je pense que la France a besoin d'une grande psychanalyse pour qu'elle se réconcilie non seulement avec sa propre histoire, qui est très douloureuse, mais qu'elle se réconcilie surtout avec son fondement spirituel. Et je pense qu'il faut qu'elle se réconcilie avec son christianisme, à la fois dans sa composante catholique et dans sa composante protestante, car il y a beaucoup de douleur dans l'histoire spirituelle de la France, et que peut-être que la visibilité de l'islam est une chance qui est offerte
à l'Église de porter le débat avec notamment la classe politique Parce que française. nous allons voir justement visibilité de l'islam. Quelle est votre vision sur la visibilité de l'islam et à la fois des musulmans pour les jours et les années à venir? Inch'Allah. On s'accorde une petite pause, chers amis téléspectateurs, et nous revenons à vous tout de suite. Restez avec nous, merci. Chers amis téléspectateurs, merci d'être restés avec nous dans cette émission où nous parlons avec la personnalité controversée qui pose problème aujourd'hui en France, Rachid Nakaz. Alors Rachid Nakaz, avant la pause, nous évoquions la visibilité de l'islam et des musulmans qui dérangeaient aujourd'hui en France. Juste avant, j'aimerais revenir avec vous sur certains incidents. Si nous revenions il y a, nous arrivons au 2e anniversaire de cette loi anti-niqab, si nous revenions 2 ans en avant, soit le 11 avril 2011, où il y avait eu certains incidents, et où à chaque fois que vous sortiez dans la rue avec ces filles en niqab, vous aviez des quarts de CRS, c'était vraiment le mur de Gaza. Tout à fait. La France était devenue un peu Gaza, car c'était impossible pour ces femmes de sortir dans la rue. Et à chaque fois que nous organisions des événements de désobéissance civile, d'ailleurs la première opération de désobéissance civile a eu lieu devant l'Élysée. D'accord. Le 11 avril 2011, nous étions avec une femme en niqab et nous-mêmes avec un masque vénitien devant l'Élysée et on s'est fait arrêter. Devant l'Élysée, cela veut dire à proximité du ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Absolument, tout à fait. Et à ce moment-là, nous voulions voir, à vrai dire, nous voulions donner la possibilité au président de la République de dresser les premières amendes contre le niqab. Et bien vous savez, ils ne nous ont pas donné d'amende. Ensuite, on a continué 4 jours après. Nous étions Vous avez essuyé des insultes, des menaces, des choses comme ça? Des insultes, des lettres de menaces, retournez chez vous, vous êtes un bougnoul, etc. Les gens passent et des meilleurs. Et les filles en niqab, je ne sais pas, ont été insultées, violentées. On leur a craché dessus. Il y en a qui, malheureusement, se sont vus leur niqab arraché. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, à Nantes, donc la ville du Premier ministre actuel, donc il y a eu une décision de justice où la personne qui a arraché un niqab a été condamnée à 5 mois avec sursis. Donc, conseil aux sœurs qui portent le niqab, si elles sont agressées, de porter leur affaire. Surtout qu'elles n'aient pas peur. Si les sœurs qui portent le niqab ont un problème avec des citoyens français, avec la police, surtout qu'elles n'hésitent pas à nous appeler et surtout à porter plainte devant les tribunaux de la République, car tous les juges ne sont pas des salauds dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'une classe politique a fait acte de délinquance constitutionnelle que les juges de ces pays ne sont pas des juges justes. Il y a une justice en France. Très bien. Mais moi, ça me pose problème un petit peu tout ça. Il y a quelques années, on vous appelait le juste, le justicier. La presse vous qualifiait de justicier. Et quelques mois après, on vous appelle non pas le rebelle, mais on vous qualifie de rébellion. C'est vraiment la rébellion personnifiée. En l'espace de quelques mois. Vous savez pourquoi? Au début, la presse trouvait ça sympathique de voir un homme qui défend ses femmes. Mais lorsqu'ils ont vu que ce n'était pas simplement un coup médiatique, mais c'était vraiment une démarche sincère et profonde de continuer à porter le combat de la liberté de ces femmes, là tout d'un coup ils ont dit celui-là devient dangereux, celui-là devient embêtant. Et de justicier que j'étais devenu un acteur de rébellion. Et à ce sujet, je dois passer au tribunal le 11 avril prochain, c'est-à-dire le jour du 2e anniversaire de la loi anti-niqab. Ce qui fait que là, en fait, vous allez dans 3 jours au Nigeria, vous êtes obligé de revenir en France. Absolument, je suis obligé de revenir le 10, si le Nigeria me le permet, pour assister à mon procès le ici 11, à Paris. Absolument, ici à Paris, pour rébellion. Rébellion, d'accord. Tout ça parce que j'avais organisé une conférence de presse bilan, 1 mois après la loi contre le niqab, c'était le 11 mai 2011, et j'avais organisé cette conférence de presse à l'hôtel Bristol, qui se trouve à 20 mètres du ministère de l'Intérieur et à 50 mètres de l'Élysée, donc le palais où se trouve le président de la République. D'accord. Ce pays vous autorise à être libre à condition de ne pas l'afficher. Et alors quand il voit des Français de culture musulmane se dresser avec les outils de la République contre une loi qui est une loi liberticide, surtout devant les lieux les plus importants de la République, alors ils disent, ce monsieur-là, il faut l'arrêter. Il est dangereux. Il est dangereux.
moi je vous le dis, je ne m'arrêterai jamais, car ce combat est un combat de D'ailleurs, justice. un an après, vous avez disparu de la scène. On vous a perdu pendant quelques semaines. Vous étiez où? Pendant une semaine, malheureusement, en mars 2012, on m'a emprisonné Il y a comme un un an tout juste. vulgaire, exactement, comme un vulgaire délinquant. On m'a emprisonné à la prison de Fresnes. Pourquoi? Parce que je condamnais à La l'époque. prison de grande délinquance, là. On est Tout vraiment à avec fait. les grands criminels Ah français. bon, on m'a mis avec les grands criminels, avec des tueurs, avec des assassins, avec des violeurs, pour me faire payer le prix de mes convictions pour la liberté et pour plus de transparence politique dans ce pays. Mais comme vous le voyez, je suis toujours debout et je continuerai à l'être. Très bien. Défense des sœurs en niqab aujourd'hui en France et en Belgique, Et partout. au niveau européen et par la suite au niveau mondial. Si des C'est pays, bien, oui. bien sûr, si des pays, que ce soit aux États-Unis, en Australie, au Canada, ou je ne sais où, s'amusaient à voter des lois contre le niqab, ces pays doivent savoir que je serai toujours là pour soutenir la liberté de ces femmes. Au nom de la liberté sacrée de s'habiller comme on l'entend Quelle que soit leur dans la confession. liberté. dans Donc l'espace aujourd'hui, injustice au niveau d'autres personnes que des musulmanes, que des musulmans, que l'islam. Vous faites quoi? Que fait Rachid Nekaz aujourd'hui, demande le peuple? Je ne défends pas l'islam, je défends la liberté de conscience, d'expression et de mouvement de qui que ce soit. Fût-il non musulman? Absolument. À ce sujet, depuis 3 ans, je soutiens la communauté rome en France, qui est l'objet d'une politique de discrimination d'État. Il y a 3 ans, lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Hortefeux, avait décidé d'expulser des Roms dans leur pays d'origine, c'est-à-dire en Roumanie et en Bulgarie, j'ai décidé d'acheter un terrain de 13 hectares dans sa propre région, en Auvergne, pour y installer 22 familles. D'accord. Pour lui montrer que ces Roms sont chez eux partout en Europe et en particulier en France. Il y a un mois, Brice Hortefeux a déménagé ou non? l'histoire nous dit qu'il préfère vivre à Paris. Oui, il y a quelques mois, on a entendu aussi un tollé au niveau de l'Essonne. C'est pas que c'est passé quand en Essonne? Alors à Ris-Orangis, pareil, on est à quelques kilomètres de Paris, un maire s'est amusé à parquer une douzaine d'enfants, au lieu de les mettre dans l'école de la ville, les a mis dans un gymnase. J'ai été Des sur animaux. place, comme des animaux, tout à fait. Donc j'ai décidé d'aller sur place et de lui lancer un ultimatum de 15 jours. Je lui dis, si d'ici 15 jours, vous ne mettez pas à l'école ces 12 pauvres enfants roms, je m'engageais à acheter un ou plusieurs terrains pour y installer une à plusieurs familles roms supplémentaires. Et bien, alhamdoulilah, 19 jours plus tard, ces 12 enfants roms ont été scolarisés dans les écoles de la ville sur ordre du préfet de l'Essonne. Très bien. Dans quelques jours, nous arrivons au 2e anniversaire de cette loi anti-niqab. Quel est le plan de Rachid Nekaz? Alors déjà, comme je viens de vous le dire, C'est le mois de, vous disiez, de la désobéissance, c'est ça? tout à fait. Donc je vais profiter, Civil, c'est bien ce que vous avez dit. absolument, je vais profiter du fait que je vais passer moi-même au tribunal à cause de cette loi anti-niqab, et je lancerai à ce moment-là le mois de la désobéissance civile, qui signifie que j'encourage le maximum de femmes qui portent le niqab ou qui souhaitent le porter à ce moment-là, de le porter de façon à dire que nous sommes contre cette loi qui brime et bride la liberté des citoyennes françaises de ce pays. Et bien sûr, je m'engage à continuer à payer toutes les amendes pour port du niqab. Très bien. Nous arrivons maintenant, et c'est ce qu'on se disait avant la pause, quelle est votre vision aujourd'hui, vous, de l'islam de France? L'islam de France, en première partie, éventuellement, on passera pour la visibilité des musulmans aujourd'hui en France. L'islam de France, c'est un long débat. La présence de l'islam en France, elle date globalement d'à peu près un siècle, mais elle est massive depuis la décolonisation, c'est-à-dire autour des années 60. Elle est aussi concentrée dans certaines régions bien spécifiques. C'est la région parisienne, la région lyonnaise, marseillaise, toulousaine. Donc l'islam souffre, j'aimerais dire, d'une visibilité concentrée. Et à mon sens, il faut faire attention à cette concentration parce que cette concentration provoque une espèce de peur dans l'opinion publique française. Et si on ne fait pas attention à ce que cette concentration soit un peu plus diluée dans l'ensemble de l'espace public français, nous aurons toujours une classe politique, et notamment des
partis politiques qui vont chercher à dire « Attention, il y a trop de musulmans en France ». Globalement, il y a à peu près 10% de musulmans en France. Ils sont globalement pacifiques, respectueux des lois de la République, mais malheureusement, leur visibilité dans des endroits bien concentrés du territoire fait que des partis comme l'extrême droite instrumentalisent cette visibilité pour dire « Attention, les musulmans sont dangereux ». Donc c'est de la responsabilité non seulement des responsables associatifs, des imams, de celles et ceux qui ont en charge de la communauté musulmane de France, d'être attentifs à ces éléments-là et surtout à encourager les musulmans à vivre partout dans l'ensemble du pays. Et bien sûr, ça signifie d'abord et avant tout une réussite scolaire, essayer de réussir économiquement et bien sûr d'apporter des solutions aux problèmes de tous les Français et ne pas simplement penser qu'à eux. Mais pour cela, il faut qu'on lutte contre nos propres démons. Car malheureusement aujourd'hui dans les mosquées de France, il n'y a pas que des saints. Il y a des responsables associatifs qui ne sont pas formés, qui font un usage malheureusement injuste de la zakat que les musulmans donnent, notamment tous les vendredis, et il faut que nous fassions notre propre autocritique pour que nous soyons des modèles de la société française et pas des profiteurs. Tout à fait. Il faut réellement, tout à fait, à juste titre, justement, Gandhi disait, il faut que nous changions aujourd'hui ce qu'il y a en nous afin de voir changer la société. Ça nous amène justement à dire, vous qualifiez tout à l'heure les musulmans, ils ont peur de s'engager. Quels sont vos conseils pratico-pratiques à ces musulmans qui nous écoutent à travers le monde et singulièrement en Europe, en France? Que faire afin de sortir de cette peur aujourd'hui qui est réellement installée, ancrée, qui habite les musulmans de France? Les musulmans en France spécifiquement ont peur de s'engager car ils ont encore dans leur cœur et dans leur histoire la période de la colonisation où il fallait faire attention aux blancs. Le blanc c'est le maître, l'arabe ou le musulman c'est l'esclave. Et pour procéder à cette transformation des consciences, à cette transformation des mentalités, il faut des leaders. Tant que nous n'accepterons pas d'avoir au sein de la communauté musulmane des personnes reconnues pour leur expérience et leurs compétences, tant que nous n'accepterons pas que ces personnes soient des leaders incontestés, nous n'arriverons à rien. Mais pour qu'il y ait des leaders, il faut la formation. Il faut que les responsables de la communauté en France, la communauté musulmane, que ce soit des associations laïques ou des associations cultuelles, il faut d'abord et avant tout que ces personnes soient formées. Ensuite, il nous faut une vraie organisation politique, qui soit à même de procéder à cette formation et surtout de penser à une vision stratégique de la place de la communauté musulmane en France et en Europe. Très important. Comment la construire réellement aujourd'hui? Une organisation, ce sont des hommes, ce sont des moyens et c'est une stratégie. Et pour cela, il faut un groupe, pas forcément important, mais un groupe qui a une grande conscience, une conscience aiguë des enjeux de la société française et européenne et des enjeux de la communauté musulmane. Et c'est ce groupe-là, fort de son expérience, de ses compétences, de son sens de l'organisation et de son leadership, qui pourra être à même de construire une organisation qui soit la médiatrice entre la communauté et les leaders politiques, économiques ou culturels de ce pays. Très bien. La question que se pose tout le monde aujourd'hui, que fait Rachid Nekaz demain? En gros, ce qu'il fait demain, mais surtout ce que nous avons tous dans un coin de la tête, que fait-il en 2007? En 2017, Inch'Allah. Oui, en 2017, pardon, excusez-moi. D'ici là, Inch'Allah, je vais continuer mon combat pour les libertés, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier. Partout, il y a de la discrimination criante, que ce soit pour les musulmans ou les non-musulmans, les Ouïghours en Chine, les Roms en Europe. Et je vais continuer à porter une espérance politique, si la République française me le permet, et si surtout le divin me le permet, car je ne suis pas propriétaire de ma vie, simplement un locataire de ma vie. Donc j'entends continuer à porter une espérance, et surtout donner une bonne image des Français de culture musulmane, à la fois en France et dans le monde entier, pour que, en France et en Europe, on cesse d'instrumentaliser l'islam pour réduire les libertés publiques, et pour que dans le monde entier, l'image de l'islam soit un peu plus positive, car je l'ai promis à mon père,
et j'entends respecter ma promesse. Très bien. Inch'Allah. La question qu'on se pose après cette bonne heure de discussion et d'entretien très constructif est Rachid Nekaz rentre bredouille du Nigeria. Que fait-il? Vous savez, ce qui compte, c'est pas de réussir, c'est d'avoir la niya, la sincérité pour entreprendre une action qui est juste. Et si je ne réussis pas ce voyage-là, il y aura un deuxième, il y aura un troisième, et peut-être un 10e voyage. En tout cas, je ne lâcherai pas cette famille, qui est une famille française innocente, avec 4 enfants, qui est aujourd'hui emprisonnée au Nigeria, et je ne laisserai pas des groupes se réclamer de l'islam et qui donnent une mauvaise image de l'islam. Donc j'entends discuter avec eux pour essayer d'améliorer l'image de l'islam au Nigeria, en Afrique et dans le monde, et j'entends faire en sorte que cette famille se dise, ce n'est pas l'islam qui m'a prise en otage, mais ce sont des musulmans avec des chrétiens qui vont les libérer, Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah. J'ai une question dans ma tête très importante à mon sens. La plus grande avenue aujourd'hui, ou plutôt le coin où il y a plus de femmes qui portent niqab, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Et pourtant, on les verbalise pas. Pourquoi? On est à 10 minutes des Champs-Élysées ici, et c'est vrai que malheureusement la France a une politique de 2 poids, 2 mesures. Il verbalise les Françaises, citoyennes françaises de culture musulmane qui vivent dans les quartiers populaires, dans les banlieues, et qui ont peu de moyens. tout à fait, qui n'ont pas de moyens. Parce qu'il faut savoir que 95% des femmes qui portent le niqab aujourd'hui bénéficient du RSA, c'est-à-dire des revenus sociaux. Donc elles ne travaillent pas. Et c'est pour ça qu'une amende de 150 €, c'est énorme. C'est la pour moitié elles. de leurs revenus mensuels. Absolument, tout à fait, leurs revenus sociaux. Et les étrangères qui ont de l'argent et qui viennent du pays du Golfe et qui se baladent et qui achètent, notamment dans les boutiques Vuitton des Champs-Élysées, on les laisse tranquilles à croire que la loi est faite pour les pauvres, mais qu'elle préserve les riches. Et cela, ce n'est pas acceptable dans une démocratie où l'égalité est inscrite au-dessus de toutes les mairies de France. Tout à fait. Très bien. Une question encore pour terminer ce bel entretien. Et encore, on vous remercie, étant donné que vous devez voyager dans quelques heures assez loin. C'est un plaisir. Alors, une question que se posent aussi beaucoup de musulmanes aujourd'hui, pratiquantes, se dit, c'est très bien, un immense combat, un combat, il faut le dire, incommensurable aujourd'hui de la part de Rachid Nekaz. Très bien pour les sœurs portant le niqab. Maintenant, si les sœurs, dans quelques mois, on voit qu'actuellement, dans les coulisses du Palais Bourbon, les choses s'orientent pour interdire intégralement le voile, même dans l'espace privé, qu'est prêt à faire Rachid Nekaz demain? J'espère que si la France avait la mauvaise idée d'interdire le voile dans l'espace privé, on parle plus de niqab, hein? Oui. Tout à fait, dans l'espace privé, j'espère que je ne serai pas seul pour défendre ce combat et que nous aurons des millions de Français, quelles que soient leurs origines, qui se dresseront contre cette loi liberticide qui fait non seulement honte à la France, mais qui fait honte à la philosophie de la liberté dont la France est porteuse avec l'Europe depuis plus de 4 siècles. Très bien. Mais je ne crois pas que cette loi sera votée, car il y a assez de personnes en France de bon sens qui n'autoriseront pas cette dérive de ce pays. Et si cela se fait, ça voudra dire que la France n'existe plus. Inch'Allah. Juste pour terminer en quelques secondes, si vous le permettez, aujourd'hui, des sœurs, pas en niqab, mais uniquement en voile, se rendent dans des mairies, se rendent dans des préfectures. Et on leur dit, ici, pas de voile, c'est la République, c'est la loi. Alors que ce n'est pas du tout la loi française. Que recommandez-vous à ces gens qui font preuve de discrimination? Ces personnes qui sont victimes de discrimination doivent absolument porter plainte auprès des tribunaux de la République pour justement condamner ces pratiques-là qui ne sont validées par aucune loi. N'importe qui a le droit de se rendre dans une administration avec un voile. Ce n'est pas interdit par la loi. Il faut réagir et surtout porter l'affaire devant les tribunaux de ce pays. Les procédures sont longues, fastidieuses. Des gens vont vous dire c'est très long. Les dés sont déjà joués, ceci, cela. Quel est votre conseil concret, mesurable et réalisable à court terme surtout? Nous avons la chance d'avoir des associations qui défendent la liberté de ces femmes en France.
qu'elle n'hésite pas à contacter ces associations, et Avec surtout, des juristes, tout à fait. et surtout qu'elle n'hésite pas à contacter la presse locale ou la presse nationale Très bien. pour condamner ces pratiques-là. Et on n'a pas besoin d'attendre 6 mois de décision de justice. En général, vous racontez votre histoire à un journaliste, le lendemain ou dans les 2-3 jours qui suivent, vous avez un article dans la presse, et je peux vous assurer que ces administrations cesseront ce type de discrimination. Merci Rachid Nekaz, merci à vous. beaucoup, merci Barakallahu fik. infiniment. On ne se lasse pas de vous écouter. Allah Merci ysallamaka pour cet khoya. échange très ludique, constructif. Vous nous avez illuminés à travers ce moment. Je vous remercie en vous disant bon voyage. Vous partez dans Shukran quelques heures. jazili. Merci à vous. À bientôt, continuez et nous sommes avec vous surtout. Allah Merci ysallamaka. à vous. Shukran ya. Salam alaikum. Alaykoum assalam.